Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. C'est quand même un film qui est à peu près inconnu, et non seulement du grand public, mais aussi d'une immense partie de la critique, à la fois un film et aussi un genre. L'idée étant, à chaque séance, d'explorer à travers un film, en particulier, un genre du cinéma italien des années 60-70. Donc là, le genre dans lequel on va rentrer ce soir, c'est le polar italien, le film policier italien. Alors, il y a un nom très précis qu'on donne à cette série de films. On les appelle les poliziotesco, c'est comme ça que ça s'appelle en Italie. Ce sont des films qui ont été extraordinairement populaires dans les années 70, que les gens allaient voir en masse. On est encore toujours une fois dans ce grand cinéma italien qui attirait des millions de gens dans les salles, avec 300 films produits par an. On est à une époque où l'industrie italienne fonctionne véritablement. Donc le polar italien, c'est un film c'est un genre qui est très très peu sorti bizarrement des frontières nationales. Il y a quelques, évidemment, cinéastes qui les connaissent. Tarantino, par exemple, ne cesse de dire que les polars italiens, les poliziotesco, et notamment les films d'Umberto Lenzi, qui est le réalisateur du film que vous allez voir ce soir, fait partie de ses idoles. Quand il fait Inglourious Basterds, c'est un remake, un faux remake d'un film de Enzo Castellari, qui est aussi un cinéaste des années 70, qui a beaucoup œuvré dans le polar. Donc c'est un genre qui a eu beaucoup de succès en Italie, mais qui est quasiment inconnu hors des frontières de l'Italie, qui s'est très peu ou très mal exporté, si vous voulez. Et pourtant, il y a très souvent dans ces films-là, je vous en parlerai après, parce que ce sont des montages financiers particuliers, ce sont des films qui coûtaient pas cher, ce sont plutôt des séries B, avec des stars locales, mais encore une fois, ce sont des acteurs qui ne sont pas très connus hors de l'Italie. Les deux acteurs principaux du film-là, il y en a un qui s'appelle Maurizio Merli, j'imagine que peu d'entre vous ont entendu parler de Maurizio Merli. Maurizio Merli, c'est une superstar du cinéma de genre populaire italien des années 70, et face à lui, il y a un acteur là pour le coup qui est beaucoup plus connu, qui est Thomas Milian, que vous avez vu notamment dans le dernier Face à Face, qui est un acteur, j'en reparlerai rapidement, d'origine cubaine, qui a commencé à travailler dans le cinéma d'auteur italien avec Bolognini, avec Maselli, avec certains cinéastes comme ça, et puis qui a trouvé surtout, on pourrait dire, sa reconnaissance et le public à travers tous les films de genre, western et polar surtout, qu'il a tourné dans les années 70. Donc le polar italien, c'est un genre, alors j'y reviendrai assez longuement après, parce que c'est un continent important. Il y a eu, je sais pas, il y a 150, 200, 250 polars qui ont été réalisés à cette époque-là. Tous ne sont pas bons, je le précise, mais c'est le cas des gens, évidemment. En général, il y a beaucoup de déchets. Là, celui que vous allez voir est c'est un film qui est totalement emblématique de ce qu'a été le polar italien. Alors, en deux mots, ce film s'appelle en français Brigade spéciale. Alors, c'est toujours le problème, évidemment, des titres de films italiens. C'est quand vous commencez à les rechercher, vous voulez faire une collection ou autre, il y a eu tellement de titres différents qu'on s'y perd complètement. Le vrai titre du film, c'est Roma a mano armata, c'est-à-dire Rome à main armée. À main armée étant presque une expression qu'on retrouvera dans beaucoup de titres de l'époque, Italia a mano armata, Genova a mano armata, etc. Bon. Donc, c'est le titre du film que vous allez voir. C'est un film qui est réalisé par un cinéaste qui s'appelle Umberto Lenzi, qui est l'archétype absolu du faiseur italien. Un homme qui se préoccupait plus de tourner 2-3 films par an que de tomber sur le grand projet. C'est quelqu'un qui a énormément tourné, Umberto Lenzi, et qui, comme tous les cinéastes italiens de cette époque-là, de genre, a épousé les différentes modes. Alors il a tourné des westerns, d'abord des films d'aventure, à la fin des années 50, début 60, Sandokan, des films de pirates, des films de KPDP, et puis quand le film post-James Bond a été à la mode, il s'est mis à tourner quelques films d'espionnage, et puis ensuite ça a été des westerns, et ça a été des giallo, on y reviendra quand on fera la séance autour de Profondo Rosso d'Argento. Et puis il a pris le train du poliziotesco dans les années 70 jusqu'à devenir sans doute un des 3-4 cinéastes les plus emblématiques de ce courant-là. Alors, en deux mots, il y a deux choses que je veux vous dire avant que vous le découvriez, parce que en fait, je ne voudrais pas vous dévoiler trop de choses, parce que je pense que c'est intéressant de découvrir ce film en disant mais qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter sur un film pareil. La première, c'est que ce sont, comme la plupart des films de genre de l'époque, des films tournés rapidement, c'est 4, 5, parfois 6 semaines de tournage, on essaie 2 fois moins de temps qu'un film d'une production un peu plus normale, et vous verrez que le film, on sent que c'est un film qui a été tourné rapidement, mais on a dit c'est aussi ce qui fait passer le côté par moments un peu bricolé certaines séquences, qui fait aussi l'intérêt du film, c'est la rapidité
du tournage, le côté presque improvisé par moment, l'absence d'autorisation de tournage dans les rues, ce qui donne un côté, vous allez voir, documentaire passionnant. Pour moi, si on veut voir ce qu'a été l'Italie des années 70, il faut voir notamment ces polars-là. On est très très loin des visions touristiques de Rome, de Naples, de Gênes, la Piazza Navone, tout ça, ça n'existe pas. On va filmer l'envers de l'Italie des années 70, et c'est ce que vous allez voir notamment dans ce film-là. Le film, vu son titre évidemment, se passe à Rome. Donc c'est des films qui sont tournés rapidement, avec des acteurs qui tournaient 4, 5, 6 films par an. C'est des films qui sont doublés, comme tous les films italiens de la période. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc vraiment, il y a des petits budgets, si vous voulez, temps de tournage ramassé, et la plupart du temps, de manière à ce qu'on puisse malgré tout vendre le film aux États-Unis ou attirer un peu plus le public italien, on allait chercher une star américaine, très souvent sur le déclin ou en fin de carrière, ce qui fait que dans les films italiens de cette période-là, que ce soit des giallo ou les polars surtout, vous croisez un nombre de grandes figures vieillissantes du cinéma hollywoodien absolument vertigineux. Alors c'est Jack Palance, Henry Fonda, John Huston, Richard Conte, la plupart des grands acteurs américains dont tous ces cinéastes étaient fans, parce qu'Umberto Lenzi, c'est un fanatique du polar américain des années 40-50, tout content de pouvoir diriger une fois Arthur Kennedy, une fois Richard Conte, etc. Donc ils venaient, la production italienne leur payait généralement une semaine de vacances à Rome. Ils avaient un très très bel hôtel vers la Via Veneto, ils pouvaient venir avec leur petite famille, ils se baladaient ensuite à Rome, on leur versait l'argent sur un compte en Suisse, donc dont déclaré au fisc américain, ce qui les arrangeait beaucoup. Ils étaient payés entre 150 000 et 200 000 $, et ils venaient passer comme ça un mois à Rome, ils tournaient 4-5 films et repartaient avec $1 million non déclarés, très contents, et on pouvait mettre en gros sur l'affiche Henry Fonda, par exemple, qui généralement n'apparaissait que dans une séquence ou deux. Ça, c'est des méthodes de production typiquement italiennes, si vous voulez. L'autre chose, évidemment, qu'il faut savoir, et ça j'en reparlerai assez longuement, c'est que, et on y reviendra d'ailleurs quand on parlera du film d'Elio Petri et d'autres films évidemment, c'est que pour moi ce qui est fascinant dans le cinéma italien des années 60-70, un peu comme dans le cinéma américain d'époque, c'est la façon dont il a su capter et se faire l'écho, mais en temps réel, de la situation historique et politique de l'Italie de l'époque. Voilà. Ce qui veut dire que quand on regarde ces films-là, à la fois c'est un film de genre, c'est un polar, avec les codes du polar, vous allez voir, et en même temps c'est aussi un film qui est totalement hanté par un nombre d'événements et de faits divers qui vont rythmer l'Italie de l'époque. Alors c'est là que les choses se compliquent un peu, parce qu'encore une fois on connaît pas très bien l'histoire de l'Italie, encore moins aujourd'hui, mais la plupart de ces polars, la plupart des grandes séquences de ces polars font référence à des faits d'actualité très directs de cette période qu'on a appelée évidemment le moment des années de plomb. Je rappelle que ce qu'on appelle les années de plomb, d'abord c'est une expression qui n'est qu'en 81, dans un film de Margherita von Trotta, les Italiens ne parlent pas des années de plomb, et c'est une période grosso modo qu'on situe sur une décennie entière, qui serait 12 décembre 69, l'attentat de la Piazza Fontana à Milan, date clé, grand moment de l'histoire de l'Italie évidemment. Donc c'est là que s'ouvrent, si vous voulez, les années de plomb. Et les années de plomb s'achèvent, si vous voulez, entre 78 et 80. 78 parce que c'est l'assassinat d'Aldo Moro, président de la démocratie chrétienne évidemment. Et 1980 parce que c'est l'attentat de la gare de Bologne. Voilà. La connaissance de l'histoire de l'Italie, elle est absolument indispensable pour la compréhension de ce cinéma-là. C'est un film qui ne cesse, c'est un cinéma qui ne cesse de parler de l'histoire de l'Italie. J'y reviendrai, et je terminerai en disant qu'une des forces du polar italien, c'est que ça a été sans doute une des meilleures une des meilleures expressions de ce qu'a été cette décennie d'angoisse, de violence, d'attentats politiques, de rapt, de désir d'autodéfense, de combat entre d'un côté ce qu'on appelait le réseau Gladio, l'extrême droite, les coups d'État, et de l'autre l'extrême gauche et les brigades rouges. Tout ça, c'est dans le polar italien, de manière au moins aussi prégnante et aussi forte que dans les films de Petri, de Risi ou de Bellocchio ou d'autres. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand le public populaire italien allait voir les Poliziotesco, ces films-là, il avait le sentiment de plonger dans l'Italie dans laquelle lui vivait à ce moment-là. Donc il y a toujours ces deux prismes qu'il faut garder à l'esprit. D'un côté le genre, le film, le polar, et de l'autre tout ce que ça raconte de l'Italie de l'époque, évidemment, et j'y reviendrai. Donc voilà, vous allez voir, donc ce film, il y a aussi une dernière petite chose que je voulais dire, et j'y pensais en arrivant, c'est que on a toujours le réflexe quand on parle d'un film souvent de ramener la paternité
du film au cinéaste, évidemment, et puis parfois un peu au scénariste, etc. Dans le cas du cinéma italien, mais pas uniquement, mais par contre dans le cas du cinéma italien, les films sont des films d'expression personnelle d'un cinéaste, en l'occurrence Umberto Lenzi, et en même temps sont des films très collectifs. C'est important d'avoir ça en tête. Hein. Le scénariste de ce film-là, qui est un scénariste très connu italien qui s'appelle Dardano Sacchetti. Dardano Sacchetti, c'est quelqu'un qui a écrit 4, 5, 6 scénarios à peu près par an, qui a écrit ce scénario-là en 1 journée et demie. Hein, je vous raconterai après comment ça s'est fait. En 1 journée et demie, il a écrit le scénario de Roma Mano Armata. Donc il écrivait beaucoup. Tous ces gens, dernière chose très importante que vous allez voir dans le film, étaient tous des gens qui étaient plutôt sympathisants, voire plus des milieux de gauche, inscrits au Parti communiste. Hein. D'abord, c'est assez drôle de voir que Roma Mano Armata a été fait par des gens qui étaient plutôt des sympathisants de gauche. Donc, ce sont vraiment des films qui sont des œuvres collectives, si vous voulez. Il y a donc Sacchetti au scénario, Milian, Merli et d'autres acteurs que vous allez voir, Ivan Rassimov, hein, plein de second couteaux très très connus, Lenzi à la réalisation. Et puis, la dernière chose, c'est on ne peut pas parler du cinéma italien de l'époque sans avoir la bande-son en tête, parce que ce sont les plus belles bandes-son des années 70, ce sont les Italiens qui les ont composées. Et là, vous allez voir, c'est une des bandes-son très très célèbres des polars italiens de l'époque. Elle est signée par un compositeur qui est moins connu évidemment que Morricone, même si Morricone a travaillé aussi pour les polars, mais qui est un peu de la même trempe que des gens comme Luis Bacalov ou Stelvio Cipriani. Il s'appelle Franco Michalizzi, et Franco Michalizzi, voilà, c'est lui qui a composé le générique et la musique de Roma Mano Armata, et c'est un des hymnes, si vous voulez, funk, un peu à la Lucifride, mais en même temps très très italien, des polars de l'époque. Voilà. Bonne projection, donc on se retrouve après pour discuter de ce film. Et peut-être la première question que vous allez me poser, c'est est-ce que c'est vraiment un film fasciste? Donc peut-être qu'on commencera tout de suite avec la question du fascisme supposé des films que vous allez voir, comme ça on en sera débarrassé et on pourra parler des choses sérieuses. A tout à l'heure, bonne projection. Je vous avais dit la fois d'avant qu'on avait vu enfin là on passe par différents genres, que c'est sur le principe en Italie du filon et non pas du genre, si vous voulez, et qu'il y a toujours un succès ou bien italien ou bien américain qui suppose d'un seul coup qu'on va faire une série de films qui vont épuiser ce filon. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du polar italien, c'est que autant lorsqu'on regarde le western, on voit très très bien d'où sont sortis tous les westerns italiens, en l'occurrence du film Pour une poignée de dollars de Léon en 64, le giallo de l'oiseau au plumage de cristal en 69. Le polar italien, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour être tout à fait honnête, il y a 3 sources différentes dans le polar italien. Il y en a 4. Il y a 3 sources cinématographiques, il y a une source littéraire, voilà, et une autre qui serait la source politique. Les 3 sources cinématographiques, la première, bizarrement, c'est pas du tout une source américaine. Alors très souvent, le cinéma italien s'est servi d'un succès d'un film américain pour ensuite produire en masse des films derrière. Là, en l'occurrence, la première source, le premier vrai polar italien, il est antérieur à Dirty Harry. Dirty Harry, l'inspecteur Harry de Don Siegel, c'est 71, le personnage de Eastwood dont vous parlez, c'est 71. Le polar italien, il commence dès la fin des années 60, et le premier vrai polar qu'on a appelé le poliziotesco, le premier film qui va lancer cette mode-là, c'est un film qui s'appelle Bandit à Milan. Je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu, qui date de 68 très précisément, et qui est un film d'un cinéaste qui s'appelle Carlo Lizzani. Et Carlo Lizzani, c'était pas du tout un cinéaste habitué au genre, c'est quelqu'un qui est plutôt un auteur reconnu, qui a écrit des essais sur le cinéma, d'ailleurs des essais extrêmement intéressants sur le cinéma italien, et qui était plutôt un élève de l'école néo-réaliste. Tout ça pour dire que le premier polar italien n'est pas une copie, on pourrait dire, d'un film américain, c'est vraiment quelque chose de totalement endogène, qui sort de l'Italie, Bandit à Milan, et qui mettait déjà en scène 2 acteurs qui ne cesseront d'être dans le polar. D'un côté, Thomas Milian, le fameux Gobbo, le bossu que vous voyez là, qui est un des personnages récurrents du polar italien, le bossu, si vous voulez, qui a toujours été joué par Thomas Milian. Et dans Bandit à Milan, il incarne un flic, un commissaire, ce qui est très propre sur lui, rien à voir évidemment avec le personnage de prolétaire, boucher, délinquant qui joue là dans ce film, et hippie, parce qu'on verra que c'est à la fois un nanar, c'est à la fois anard, boucher et hippie, alors que l'autre, idéologiquement, il est beaucoup plus identifiable, si vous voulez. Oui, c'est une sorte de super Dirty Harry,
qui ne se pose pas de questions. D'ailleurs, c'est assez beau la façon dont, j'y reviendrai, on se demande si c'est... Il y a une très belle phrase dans le film, Maos, qui dit « Mais à chaque fois que tu viens, il y a du grabuge, où tu es partout, il y a du grabuge », ce qui fait qu'il y a une question que pose le film qui, à mon avis, est passionnante, c'est de se dire, est-ce que c'est parce que il y a des crimes, des délits, des malversations, des attaques de banque, etc., que Tanzi est là, le commissaire, pour tenter d'éponger un peu tout ça, ou c'est le contraire, c'est à chaque fois que Tanzi est quelque part, c'est le bordel intégral, hein, ce qui fait qu'il y a deux lectures du film que je trouve, à mon avis, intéressantes, ce qui tempère le côté totalement fascistoïde du récit, si on le prend juste comme un type qui vient casser du délinquant pendant 1 heure et demie. Le film est un peu plus pervers que ça, si vous voulez. Bon. Tout ça pour dire que Bandit à Milan, c'est le premier polar italien, 68. Et pourquoi je parle de ce film d'abord? Parce que c'est un film qui va poser les bases, la même année que Bullitt, hein, d'ailleurs c'est assez intéressant, qui va poser les bases de ce que sera le polar, qui met en scène grosso modo un commissaire qui s'attaque à un nouveau type de criminel joué, lui, par Gianmaria Volonté, hein, autre acteur qu'on retrouvera beaucoup dans les films, et surtout dans les films politiques des années 70, on le verra le mois prochain avec le film d'Elio Petri, Enquête sur un citoyen. Et ce qui est passionnant dans Bandit à Milan, c'est que c'est un film qui mélange ce que va être le polar italien, on pourrait dire deux styles, deux registres différents. D'un côté, les codes du polar, les poursuites, tout y est, hein, les flics, les délinquants, les tripots, etc. etc. Et de l'autre, une approche extrêmement réaliste du genre, si vous voulez. C'est pour ça que quand on parle du cinéma italien, il ne faut jamais oublier que même 30 ans après le début du néoréalisme et puis quelques dizaines d'années après sa fin, la question du réalisme, ça hante tous les films italiens. Hein. C'est ça qu'il y a toujours, même dans des films qui sont des films de série B comme ça, hein, des films presque d'exploitation, il y a toujours le souci du réalisme permanent. Hein. Et ça, c'est dû notamment au fait que, comme je vous le disais, les films sont tournés rapidement, en extérieur, mais ils témoignent aussi toujours tous d'une réalité de l'époque. Il y a la réalité visible, on voit Rome comme à l'époque on la voyait peu, un peu dans les comédies italiennes d'ailleurs. Vous avez peut-être vu Affreux, sale et méchant, par exemple, d'Ettore Scola qui filmait les borgate, c'est-à-dire les faubourgs de Rome. Mais jusque-là, c'est surtout dans le cinéma de genre et dans le polar qu'on voit un Rome, enfin des villes italiennes beaucoup plus sinistres. Hein, cette fois-ci, c'est l'envers absolu du miracle économique. Et le polar a très très bien documenté ça. Moi, ça me plaît beaucoup de voir des films des années 70 italiens comme ça, en voyant la façon dont ils ont pu filmer Naples, Gênes, Milan, Rome, Venise, sont les Bologne un tout petit peu, mais sont vraiment les 4-5 villes qui sont les plus filmées par le polar italien. Donc il y a toujours un souci de réalisme. Et ça, dès donc ce film de Carlo Lisani en 68, on a déjà cette espèce de mélange entre d'un côté des codes du genre, de l'autre un souci de réalisme permanent. C'est-à-dire que le film fait aussi office de témoignage de la réalité italienne de l'époque. Et la troisième chose, c'est un commentaire à chaud, si vous voulez, parce que ce qui est intéressant, c'est que le film de Carlo Lisani a lieu 1 an avant le fameux attentat de la Piazza Fontana, un commentaire à chaud de l'actualité politique de l'époque. Donc la première source, si vous voulez, c'est donc ce film de Carlo Lisani. La deuxième, c'est évidemment Dirty Harry. Dirty Harry, Don Siegel, 71. Souvenez-vous, vous avez tous vu l'inspecteur Harry, j'imagine, hein, dans lequel Clint Eastwood joue le rôle d'un Harry Callahan, d'un inspecteur qui est de San Francisco et qui lutte contre le crime. Le problème, c'est que le crime a muté. Hein, on a affaire à des gens un peu fous, à des délinquants schizophrènes. Il y a une forme de gratuité du crime, ce qui est incarné déjà de Gianmaria Volonté dans Bandit à Milan. Et dans le film de Don Siegel, Clint Eastwood lutte non seulement contre le crime, mais aussi, et on pourrait presque dire surtout, contre sa propre hiérarchie, hein, qui lui donne pas les mains libres. En gros, il y a de la justice, c'est un petit peu chiant, moi j'irais bien façon loi du talion. Hein. Alors le film de Don Siegel est un chef-d'œuvre, est beaucoup plus compliqué que ça, mais en gros il a un succès énorme et il va avoir un impact important en Italie, ce qui fait que le deuxième âge du polar italien, si vous voulez, c'est celui qui sort de la cuisse de Dirty Harry. Voilà. Hein. Maurizio Merli, c'est une figure. Le film, souvenez-vous, hein, date de 75, c'est une figure qui cumule, on pourrait dire, deux sources. D'un côté, le personnage inventé par Eastwood et Siegel dans Dirty Harry, mais aussi un autre personnage, et ça c'est la troisième source, c'est un justicier dans la ville de Michael Winner, ce film avec Charles Bronson, Death Wish, hein, qui raconte comment un citoyen ordinaire, architecte plutôt progressiste, va un jour, suite au viol et à l'attaque de sa femme et de sa fille, se transformer en justicier
véritablement dans les rues de New York et passer son temps à sortir la nuit, là à Central Park, là ailleurs, pour aller casser du délinquant. Bon, Death Wish, c'est un film qui a eu un succès énorme, pas uniquement évidemment aux États-Unis, mais un peu partout. Ce qui fait que en 75, lorsque Umberto Lenzi réalise ce film-là, il fait de Merli un mélange entre les deux. Il fait de Tanzi, Maurizio Merli, c'est l'acteur qui joue le personnage de Tanzi, un mélange entre Dirty Harry et le côté autodéfense, si vous voulez, quasiment, on est toujours à la frontière de ça, du film de Michael Winner. Donc voilà les trois sources cinématographiques qui vont faire qu'on peut distinguer, on pourrait dire, trois âges du polar. L'âge d'abord réaliste, où il s'agit vraiment d'enregistrer la réalité italienne de l'époque. Après, le rapport à la loi, mais que fait la justice? Ça, je reviendrai sur l'état de l'Italie à l'époque. Ça, c'est le côté post-Dirty Harry. Et puis ensuite, le film qui est presque des films un polar qui est du côté de l'autodéfense, justice expéditive. Et un titre d'un film de Lenzi s'appelle Un citoyen se rebelle. C'est aussi un autre thème qu'on va retrouver dans le polar. Et avant de terminer sur ces sources, je voulais quand même signaler aussi la source littéraire, une des sources littéraires importante du polar italien. C'est un auteur de hard-boiled, comme on dit, de polar, mais de chroniques sociales et polar très très important en Italie dans les années 50-60. C'est un auteur qui s'appelle Giorgio Serbanenko. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On disait que c'était le Simon italien. Il a écrit des romans extraordinaires, beaucoup de nouvelles. Il avait inventé un personnage de commissaire qui s'appelait Duca Lamberti. Duca Lamberti, c'est un ancien médecin rayé de l'ordre pour avoir euthanasié un patient qu'il demandait, et qui est devenu ensuite flic, et ça raconte, c'est un des personnages récurrents des bouquins de Giorgio Serbanenko qui a la manière de Simon et d'Elroy, si vous voulez, a vraiment traité en permanence, on pourrait dire, l'envers de l'Italie tel que le miracle économique a pu évidemment la dépeindre. Donc ça, c'est en gros les 3-4 sources importantes du polar italien. Et puis après, il y a la question politique. Et ça, je veux tout de suite dire un mot là-dessus, parce que sinon on ne comprend rien à ce qu'on a vu là. C'est que dans l'Italie de l'époque, il y a en gros, si vous voulez, je vous disais tout à l'heure, on est dans les années de plomb. Le polar est un des genres, à mon avis, exemplaires de cette période-là. Si vous voulez comprendre l'état d'esprit de l'Italie des années 70, ce type de film est parfait. Évidemment qu'il y a une dimension caricaturale, on pourra y revenir bien entendu, mais c'est un formidable thermomètre de la façon dont l'italien moyen à l'époque vit sa vie à l'intérieur des villes. Qu'est-ce qui se passe? On est en donc 69, le fameux attentat, la Piazza Fontana, et on saura quelques années plus tard qu'en fait cet attentat n'a pas été commis par des activistes d'extrême gauche, mais sans doute orchestré plutôt par l'extrême droite italienne. En l'occurrence, quelque chose qui est très important en Italie à l'époque, c'est le réseau Gladio, sur lequel on reviendra le mois prochain, parce qu'Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d'Elio Petri ne parle que de ça. Comme les films de Francesco Rosi, vous avez Cadavres exquis par exemple, est un film qui parle très directement du réseau Gladio. Vous savez ce que c'est que le réseau Gladio? Ou pas trop, c'est la glaive en italien. Le réseau Gladio, c'est tout simplement un réseau d'extrême droite qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, a été installé à la frontière de l'Italie par l'OTAN et par les Américains pour lutter contre l'éventuelle invasion communiste, la communisation, si vous voulez, de l'Europe et en l'occurrence de l'Italie, parce qu'on sait combien en Italie le Parti communiste est un parti important. Deuxième partie du pays, c'est pas rien les communistes en Italie, c'est ce que je veux dire. Bon. Donc c'est quelque chose d'important et les Américains à l'époque ont peur que le Parti communiste s'empare littéralement de l'Italie, et donc ils vont faire du réseau Gladio sur une sorte de sentinelle, de cellule de veille dont le but principal va être évidemment de l'écoute, essentiellement de la surveillance, ficher certains individus considérés comme politiquement un peu trop actifs, et qui par moment va produire deux types d'opérations. D'un côté du sabotage d'activités communistes ou censées anarchistes, et de l'autre des attentats. Et ce qui est évidemment le fameux réseau Gladio, c'est lui, on n'en a jamais eu la preuve, mais aujourd'hui tout le monde le sait, c'est lui qui à l'époque va commanditer et organiser l'attentat de la Piazza Fontana. C'est très important, parce qu'on est en décembre 69, il y a 15 ou 16 morts, 80 blessés, c'est un choc thermique dans l'Italie de l'époque, et il y a un avant et un après dans l'histoire moderne, si vous voulez, de l'Italie. Suite à cet attentat-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le but du réseau Gladio en commettant cet attentat, et en faisant croire que c'est un attentat qui a été
organisées par des militants d'extrême gauche. N'oublions pas qu'en 69, les brigades rouges n'existent pas encore, elles sont créées en 70 uniquement. Et lorsque le réseau donc, met en œuvre cet attentat, il espère une chose qui va très très bien fonctionner, c'est de mettre en place ce qu'on appellera, pardon pour tous ces effets de jargon, mais c'est important pour savoir de quoi on parle, ce qu'on appellera la stratégie de la tension, qui est quelque chose qui est en gros l'humeur de l'Italie dans les années 70. La stratégie d'attention, c'est quoi? C'est que le réseau Gladio, les gens d'extrême droite, et alors souvent d'ailleurs n'espèrent qu'une seule chose, c'est faire des coups d'État, espèrent tout simplement qu'en créant à la fois via des attentats, des cambriolages, peut-être des rapts, des meurtres, etc., créer une sorte de sentiment d'insécurité, voire de chaos dans l'esprit collectif italien, qui fait que suite à ce sentiment d'insécurité et de chaos, il y aurait un désir de retour à l'ordre. Et c'est là que Gladio pourra placer ses différents membres. Il y a un formidable film de Monicelli qui s'appelle Nous voulons les colonels, qui raconte un coup d'État manqué par des gens tous soutenus par le réseau Gladio. C'est que c'est une comédie, ils sont tous des charlots, des incapables, des guignols. Ils partent faire un coup d'État, puis finalement ça se termine comme dans le pigeon de Monicelli. En gros, ils vont manger un plat de pâtes parce qu'ils n'ont pas l'épaisseur pour ça. Mais nous voulons les colonels. C'est une expression à l'époque qui résonne beaucoup, qui dit en gros on veut les colonels pour mettre un peu d'ordre dans cette Italie totalement chaotique et bordélique, si vous voulez. Donc la stratégie de l'attention, c'est le but des attentats que vont commettre tous les réseaux, si vous voulez, liés à l'extrême droite. Créer un sentiment d'insécurité, d'incertitude pour qu'à un moment, le peuple se tourne en gros vers l'ordre, la sécurité, l'armée pour rétablir tout ça. Bon. Ça, grosso modo, c'est ce qu'incarne le personnage de Maurizio Merli. C'est un personnage qui est droitier, qui est complètement de ce côté-là. Lui, il est là pour éponger, en gros, une Italie qui est filmée comme une zone de guerre. Vous avez bien vu qu'on a presque le sentiment que c'est que Rome, le Rome tel que le film Umberto Lenzi, c'est le Bagdad des années 90. C'est-à-dire que dès qu'on sort de la rue, on jette un coup d'œil, une femme se fait arracher son sac, un autre se fait égorger, on se fait violer sur les terrains vagues. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, il faut garder aussi à l'esprit que c'est à la fois chacun des événements que le film montre sous une forme d'ailleurs presque d'empilement, presque indigeste. Il y a une telle accumulation qu'au bout d'une heure et demie, on a presque oublié les délits qu'on a pu voir au début. Vous avez bien vu que ça tire dans tous les sens. Il y a même des pistes narratives qui sont abandonnées, des personnages qui vont, qui viennent. Voilà, ça viole, ça tue, ça cambriole, ça rapte pendant une heure et demie, ce qui fait que c'est même quasi fantasmatique. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, parce que le personnage de Maurizio Merli, on a presque le sentiment, un peu comme dans Death Wish de Michael Winner, que ce Rome-là sort de son mental malade, de son désir d'autojustice. Il est tellement fou que dès qu'il arrive, tout devient zone de guerre. Ça, je trouve c'est quelque chose qui moi, m'intéresse bien dans le film. Bon. Donc ça, il y a la stratégie de la tension. Donc voilà, on a vu, grosso modo, les manipulations de l'extrême droite. Mais en face de ça, dans l'Italie des années 70, il y a évidemment les brigades rouges, et puis tous les groupuscules autour, Prima Linea, toutes ces choses-là. Bon, les brigades rouges, c'est créé donc, en 70, et cette fois, il va y avoir un autre type d'attentats, de violence, etc., qui vont être organisés non pas par l'extrême droite, mais par l'extrême gauche. Voilà. Donc, dans l'Italie des années 70, jusqu'en 78, au moment de l'assassinat d'Aldo Moro, on va avoir, si vous voulez, deux forces totalement contraires qui vont produire la même chose. Le chaos, l'incertitude, un chaos politique aussi, une véritable violence. L'Italie, une société extrêmement violente dans les années 70, quand vous faites la liste des morts, des blessés suite à des attentats, des rapts, c'est vertigineux, sans commune mesure avec tout ce qui se passe évidemment en Europe à l'époque. C'est pas mai 68, si vous voulez, ce qui se passe en Italie dans les années 70, c'est quelque chose qui secousse véritablement le pays pendant 10 ans. Et donc on a l'extrême gauche et l'extrême droite. Très rapidement, pour faire un tout petit point d'histoire, c'est que les Brigades Rouges, vous connaissez l'histoire, ils se créent en 70, ils vont tenter notamment de s'affilier avec le mouvement ouvrier, et au fil des années, les Brigades Rouges, il y a des actions coup de poing, d'enlèvement, de chefs d'entreprise, de Pirelli, de Fiat, de demandes de rançon, etc., ils vont peu à peu se radicaliser, parce que le mouvement ouvrier va peu à peu laisser tomber, en gros, ces revendications qu'ils trouvent de plus en plus radicales, et c'est là qu'intervient la fameuse lutte armée. C'est là que ça naît précisément. Bon. Il y a 2-3 dates importantes qu'il faut avoir en tête, disons, ou plutôt 2-3 événements qui vont rythmer cette longue histoire des années plomb pendant 10 ans, parce qu'il se passe tous les jours, toutes les semaines quelque chose, et parce que dans le film, il est fait référence à quelques-uns de ces événements-là. On peut dire que la Piazza Fontana, évidemment,
Hein, c'est intéressant que le film s'ouvre avec une série de voitures qui foncent, avec que des plans sur des banques, etc. etc. Hein. C'est la banque de Milan qui saute en 69. La question des banques est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près tous ces polars-là. La banque, c'est à la fois le cambriolage, mais c'est aussi un rappel constant d'un attentat terroriste possible. À l'époque, aller chercher son argent, entrer une bijouterie, se retrouver... Il y a beaucoup de films qui vont montrer ça, hein, sortir de l'école et prendre des balles qui fusent parce qu'il y a une fusillade dans la rue, etc. Il y a une espèce d'insécurité permanente. Bon. Et ce qui est donc le 69 est un des premiers moments importants. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand la Piazza Fontana va exploser, enfin, dans la banque, il y a au début le réseau Gladio va tenter de faire croire que ça vient de l'extrême gauche. Bon. Et parmi ceux-là, il y a alors pardon hein, pour ces trucs un peu d'histoire, mais c'est très important, sinon on ne comprend rien encore une fois au film qu'on voit. Il y a un ouvrier anarchiste qui était un des leaders du mouvement ouvrier un peu dur, façon la classe ouvrière va au paradis, si vous voulez, Gianni Maria Volonté dans le film d'Elio Petri, qui s'appelait Pinelli, Augusto Pinelli, et qui va être entendu à la préfecture à ce moment-là de Milan. On le soupçonne d'avoir posé la bombe, ce qui n'est pas vrai, mais on le soupçonne. Et il se trouve qu'après quelques heures de garde à vue, l'homme est défenestré de l'endroit où il était gardé à vue. Alors, il est défenestré. En même temps, à l'époque, beaucoup pensent qu'en fait, c'est le commissaire qui gardait à vue cet ouvrier anarchiste qui l'a balancé par la fenêtre. Bon, donc là, à différence d'interprétation, soit il s'est suicidé, personne n'y croit, donc il a été balancé par la fenêtre ou un accident. Or, le commissaire qui a été accusé de ça, il est très connu en Italie. D'ailleurs, son fils vient d'écrire un bouquin il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Luigi Calabresi. Calabresi, c'est ce commissaire qui, en 72, va être assassiné en pleine rue, et on considère qu'il est assassiné par des branches radicales de l'extrême gauche, comme une forme de punition, si vous voulez, de la mort de Pinelli. La mort de Luigi Calabresi, elle est très importante parce qu'elle est remise en scène à peu près dans un polar sur 3 italien. Hein. Un commissaire, un flic, plutôt bien, parce que les films plutôt côté flic se prennent plutôt le parti de Calabresi, donc ces films-là mettent en scène la mort de Calabresi dans la rue. Hein. C'est quand vous voyez un commissaire qui se fait tuer en pleine rue dans un polar italien, renvoie direct évidemment à la mort de Calabresi. Ça c'est 72, donc c'est un moment très très important. L'autre date importante dans toute cette histoire-là, c'est 75. 75, c'est, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous dit quelque chose, c'est ce qu'on appelle le massacre de Circeo. Le massacre de Circeo qui est là et mis en scène avec ce jeune couple qui se fait violer par les 3 fils à papa fascistes. Vous avez vu hein. Le massacre de Circeo, c'est quelque chose qui en 75 fait l'effet d'une bombe en Italie aussi. Ça se passe au nord de Naples. Et c'est trois fils à papa comme ceux que vous venez de voir, hein, qui sont des néofascistes, et qui vont ramasser dans la rue 2 filles issues de milieux plutôt pauvres de Naples, vont les emmener dans la villa de l'un d'entre eux, au début soi-disant pour passer une soirée sympathique, boisson, etc. Et finalement, elles vont se faire torturer, violer, et l'une d'entre elles sera tuée, et l'autre réussira à sortir vivante en faisant croire, en feignant d'être morte. C'est un fait divers qui va scandaliser évidemment l'Italie de l'époque, et surtout qui va scandaliser la gauche de l'Italie, sur cette espèce d'adéquation, de coïncidence, si vous voulez, entre les classes dominantes, les fascistes devenus des violeurs et des meurtriers. Bon, c'est pour ça que la séquence qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, tout le personnage du fils à papa dans ce polar-là, il y en aura beaucoup dans les polars italiens, il vient de là. Il vient d'un événement qui s'est produit quelques mois auparavant, des jeunesses néofascistes et du fameux massacre de Circeo. Et d'ailleurs, l'homme qui s'appelle Tizzo, mais je ne sais plus quel, Augusto Tizzo, je crois, qui est donc un de ceux qui a été, les autres ont réussi à s'échapper, certains sont en Argentine ou ailleurs encore aujourd'hui, et l'un de ces fils de riches, Tizzo, a été arrêté, mis en prison d'ailleurs, donc a fait amende honorable et est sorti en 2004. En 2004, il s'est remis à tuer. Donc ça a relancé toute l'histoire. Circeo, voilà. 75, il y a 2 faits divers tragiques qui secouent l'Italie. Il y a celui-là et il y a évidemment l'assassinat de Pasolini en novembre 75 sur une plage d'Ostie, peu de temps après. Donc c'est les 2 événements crapuleux, sordides qui secouent l'Italie de l'époque. Ça pour dire que lorsque les Italiens en 75, enfin début 76, voient dans ce film-là et dans beaucoup d'autres ces fils à papa, ça sera un des motifs récurrents du polar italien. Les jeunesses néofascistes qui prennent des pauvres, les torturent, les tuent. Ça dure 10 minutes, mais c'est un renvoi très direct, évidemment, à cet événement-là. Et je pourrais multiplier comme ça des exemples, il y en a des dizaines. Il y a une autre date qui est importante, c'est 76.
76, c'est l'assassinat du juge Coco. L'assassinat du juge Coco, c'est celui c'est le premier juge qui s'était occupé des Brigades Rouges, hein, lors d'un procès contre les Brigades Rouges. C'est ce juge-là qui avait mené l'affaire. L'homme sera retrouvé mort. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la première fois qu'on arrive à mettre sur le compte des Brigades Rouges un assassinat. Jusque-là, il y a des rapts, il y a des enlèvements, il y a des détournements d'argent, il y a éventuellement des petits attentats, mais il n'y a pas d'assassinat. Et là, on passe à un autre niveau des Brigades Rouges, ce qui fait que ça se radicalise, et certains vont quitter les Brigades Rouges, considérant qu'un point irréversible a été atteint avec l'assassinat du juge Coco. Et le méga point irréversible, évidemment, c'est l'assassinat d'Aldo Moro en 78, hein, après 57 jours de captivité, où on le retrouve dans sa petite Fiat, dans une rue de Rome, enfin bref, bon. Donc là, je ne vais pas faire un truc sur Aldo Moro, ce serait beaucoup trop long. Et ce qui est fascinant, quand on regarde l'histoire du polar italien, les films italiens, on se rend compte qu'il y a une explosion, en gros, en 72, c'est là que ça commence, dans le côté post-Dirty Harry, hein, et puis le pic est atteint exactement à l'année 75-76, qui est le pic on pourrait dire, de la violence politique en Italie. Voilà, 75-76, c'est les années les pires. Et c'est là que le polar italien est presque le plus aux avant-postes. C'est là qu'on en produit le plus. Et puis en 77, ça diminue. En 78, je crois qu'on en produit une quinzaine. En 79, c'est 3 ou 4. En 80, c'est fini, il n'y en a plus. C'est assez passionnant de voir qu'en 2-3 ans, suivant exactement la courbe, hein, on pourrait dire des événements politiques en Italie, le polar italien à la fois atteint un sommet et disparaît quasiment. Hein, les Italiens vont se lasser de ça, on passera à un autre genre, mais le polar italien, il aura vécu quelques années épousant exactement ces différentes voies, enfin, si vous voulez, quoi. Ce qui fait que lorsque on regarde les polars de l'époque, alors évidemment, idéalement, on ne peut pas faire ça là, mais idéalement, ça serait de pouvoir regarder une dizaine de polars de l'époque, si vous voulez. Parce qu'il y a des polars de droite, il y a des polars de gauche, il y a des polars qui renvoient tout le monde dos à dos, il y a des polars beaucoup plus politiques. Là, on ira plus vers Elio Petri, vers Francesco Rosi, mais on est grosso modo dans des films qui systématiquement en fait, se servent de l'actualité et font de l'Italie, à mon avis, dressent de l'Italie un portrait qui est totalement... Alors évidemment, là, c'est caricatural, on est presque du côté du grotesque. Le personnage du bossu, par exemple, est un vieux personnage, évidemment, du folklore italien, mais c'est une référence, par exemple, à un film qui s'appelle d'ailleurs Le Bossu de Rome, un film qui date de 1960, du fameux Encore de Carlo Lizzani, avec Gérard Blain. Vous avez peut-être déjà vu ce film. Gérard Blain jouait le rôle d'un bossu, une sorte à la fois de délinquant anarchiste, parce que ce qui est fascinant dans tous ces films-là, c'est que dans les films plutôt de droite, l'idée c'est de toujours confondre la figure du délinquant et de l'anarchiste. Autrement dit, c'est pas du tout un anarchiste, c'est un délinquant. Hein. Et du côté évidemment des films de gauche, ce qui sera le cas du film du mois prochain, là on a plutôt un film de droite, là on a un film d'anard de droite, si vous voulez. Le mois prochain on aura un film de gauche, pur et dur, hein. Et c'est assez intéressant de voir comment chacun en fait reprend les différentes figures, hein, et les modèles en fonction de ses propres idéologies. Mais comme je vous disais, ce qui est drôle avec ce film-là, c'est que Dario Sacchetti, donc le scénariste, le réalisateur, sont tous des films qui sont des hommes, des artistes, des cinéastes, scénaristes, qui sont plutôt, hein, des gens affiliés évidemment au parti communiste. Hein. Donc quand on voit un film comme ça, il y a deux façons de le voir. Où on le voit, je dirais, au premier degré, en se disant, bon là on a un film pour un fasciste, il ne faut pas sortir l'étiquette fasciste à chaque moment, sinon le jour où ça sera vraiment, on ne saura plus quoi dire. Mais je veux dire, on a vraiment le sentiment de voir un film, oui, d'autodéfense, de droite pure et dure. Ça c'est le premier degré. Et c'est vrai, Merli, dans la vie, c'était un conservateur, l'acteur qui joue ça. Et il ne supportait pas l'autre acteur, Thomas Milian. D'ailleurs, ils ne se supportaient pas tous les deux. Hein. D'ailleurs, dans les séquences où ils se confrontent tous les deux, on sent qu'ils ne s'aiment pas du tout, véritablement, parce que Merli considère que Thomas Milian était une espèce de délinquant de gauche, et Thomas Milian considérait que Maurizio Merli était une espèce de bourgeois de droite, adepte de l'autodéfense. Donc ils collaient totalement à leur rôle. Hein. C'est assez passionnant quand on voit le film, d'ailleurs, c'est qu'ils ne se forcent pas beaucoup pour jouer, etc. Et d'ailleurs, il y a aussi, à certains moments, des choses que les deux acteurs inventent pour faire tomber l'autre. Je vous donne un exemple tout bête. La séquence de la balle. Vous avez vu quand Maurizio Merli arrive dans l'appartement d'Il Gobbo, du bossu, hein, et lui fait bouffer cette balle. Bon. Sur le papier,
c'est une séquence qui est filmée du point de vue de Merli, qui va humilier, faire quelque chose de pas... Enfin, je l'ai jamais fait, mais je me dis que c'est pas super agréable, à l'autre qui est un délinquant. Bon. Autrement dit, le scénario est filmé du point de vue de Merli. Autrement dit, l'homme de l'ordre qui va donner une leçon, une des premières leçons, aux délinquants. Et ce qui est fascinant, parce que Thomas Milian est un acteur très fin, très pervers aussi, très malin, bien meilleur que Maurizio Merli, évidemment, ça se voit quand on voit le film. Merli, il a un peu 2-3 expressions, quoi. Hein. La gueule serrée, le regard, bon bref. C'est que Milian, dans son jeu, c'est lui qui a l'idée au moment de la scène de détourner. Il dit la même chose que ce qui est écrit sur le scénario, et en même temps, il prend la balle avec une forme d'ironie, ça lui fait peur de la bouffer, et quand l'autre part, il rote. Ce qui fait que dans cette séquence-là, vous vous rendez compte que tout s'est inversé. Au début, Merli est l'homme qui va faire manger au délinquant la balle, hein, lui faire subir une violence. Hein, là, on peut dire qu'il gagne totalement. Et puis, dans la façon dont joue Thomas Milian, finalement, il finit par ridiculiser cette espèce d'acte ridicule, le pouvoir du petit chef qui peut se permettre de le faire, donc il le fait. Et quand Merli part à la fin, il a l'air complètement idiot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence-là. Et Milian, très souvent dans le film, va, par le jeu, hein, par des petits détails, renverser ce que lui est considéré comme un scénario totalement du côté du pouvoir et de Merli. Hein. Et en permanence, il fait ça. D'ailleurs, on voit bien que le film, ce qui est assez drôle, c'est que il est complètement lié, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, au mental de Maurizio Merli. C'est que, encore une fois, si on le voit au premier degré, on se dit, c'est pas possible. À aucun moment à Rome, ça a été comme ça pendant une semaine. Ou alors, tout le monde fait ses bagages. Bon. Et en même temps, ça caricature, ça pousse évidemment, ça rend extrême, mais ça, si vous voulez, ça renvoie, ça rend compte d'une espèce d'humeur d'insécurité qui à l'époque traverse l'Italie. C'est pour ça que ce sont de bons thermomètres, ce type de film-là. Et aussi, hein, on a une première aussi toute bête, c'est que ça filme une Italie que jusque-là, on ne voyait pas du tout, hein, si vous voulez. Et on pourrait passer les films qui se passent à Rome, qui se passent à Milan. Encore une fois, il y a quelques villes qui ont été le théâtre des polars italiens. Et ça, c'est à mon avis relativement passionnant. Après, il y a une chose que je voulais... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est... J'aurais pu vous passer 5, 6 ou 7 ou 8 débuts de films, 8 débuts de polars italiens. Ils commencent tous comme celui que vous avez vu là. Ça veut dire caméra embarquée à l'intérieur d'une voiture, généralement celle du flic ou celle des délinquants. Hein. La caméra va extrêmement, la voiture va extrêmement vite. On se balade dans des rues, et puis une musique entraînante de Michelizzi ou Cipriani, etc. Ce que j'aime dans ce type de film-là, et on est dans la structure de ce qu'est la série B, c'est qu'il n'y a pas du tout. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas du tout de psychologie dans ce film-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on est soit du côté de l'action pure. À chaque fois que Merli fait quelque chose, c'est donner une baffe, mettre la tête dans un flipper de quelqu'un. Vous voyez, quand il arrive dans le tripot, c'est phénoménal. Il n'y a même pas de bonjour ni rien. T'as que dès que ça arrive devant lui, ça tape. Hein, bon. Donc on est soit du côté de l'action, mais de l'action quasi pathologique, hein, soit du côté on pourrait dire, de l'assertion politique. Vous voyez bien que quand il y a des dialogues, on a envie de les noter, tellement on a le sentiment effectivement que là, c'est l'idéologie du film qui parle. Mais l'entre-deux, ce qui fait généralement que la plupart qu'on parle en général des films le plus, c'est dans cet entre-deux, il n'existe pas dans Roma, Mano, Armata, et dans la plupart de ces polars-là. La psychologie n'existe pas. C'est qu'on est du côté de l'action, ou on est du côté, on pourrait dire, du slogan politique. Hein. L'autre lui dit mais tu te prends pour un kamikaze de la violence d'État. C'est une phrase qu'on peut mettre au fronton du film. Est-ce que Maurizio Merli est un kamikaze de la violence d'État? L'autre lui dit, voilà, à chaque fois que tu vas quelque part, il y a du grabuge. On se dit, mais non, est-ce qu'il va quelque part parce qu'il y a du grabuge, ou c'est dès qu'il va quelque part, à cause de sa folie, on pourrait dire, de justice expéditive, le monde se transforme en zone de guerre. Et tout le film est comme ça. C'est vraiment, ça c'est le principe, le problème de la série B. Vous avez vu que le film dure à peine 1h30. Vous avez vu le nombre de choses qui se passent dans ce film, enfin de nombre d'événements. Enfin, on pourrait dire que si on a dans un film de série A, le film durerait 3 heures, hein, tellement il se passe de choses, tellement il y a de ramifications, etc. Et en même temps, par moment, on sent qu'il y a des séquences qui sont là uniquement pour illustrer, on pourrait dire, une thèse politique, ou alors une thèse de l'état de l'Italie de l'époque. Les fameux fils à papa dont je vous parlais, ils sont là pour ça. Hein. En même temps, on voit bien que c'est artificiel parce que le film est complètement du côté de Merli.
même si Thomas Milian par moments le tempère, et même si Sacchetti, lorsqu'il a écrit le scénario, dit bon, face à tout ça, je vais mettre les fils à papa pour montrer que la violence, elle est à la fois et de gauche et de droite. Et on sent bien qu'on est complètement dans le film, si vous voulez, du côté de Maurizio Merli, quoi. Bon, je voudrais vous laisser un peu évidemment la parole. Un jour et demi pour le tourner, le film. Non, il n'a pas tourné en un jour et demi. Il écrit vous savez, on est vraiment au moment de cet âge d'or du cinéma italien. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez particulier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment et on y reviendra quand on parlera de la comédie italienne, parce que c'est un peu le même type de structure, si vous voulez, d'organisation. C'est qu'à l'époque, c'est tout bête, mais ça compte dans le milieu du cinéma, il y avait du travail pour tout le monde. Ça veut dire que les scénaristes, les acteurs, les cinéastes, ils avaient de quoi largement tourner. Ils pouvaient refuser un projet de film et puis en prendre un autre. C'est un copain qui allait tourner le film que nous, on ne voulait pas faire. Un scénariste commençait à travailler sur un film et était pris par un autre film et passé sur l'autre. Les idées s'échangeaient beaucoup entre les scénaristes et les cinéastes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand dans un film italien de cette époque-là, un scénario est signé par une personne ou deux, on sait qu'ils ont été 15 à s'échanger des idées dessus. Hein. Dans un même endroit, ils travaillaient sur 4-5 scénarios différents. Et dans la comédie italienne, c'était beaucoup ça. Dino Risi avait un gag, vous ne pouvez pas le placer dans son film, mais c'est passé voir Monicelli qui a écrit un autre film, tiens, prends-le. Et donc, ce qui fait qu'il y avait une dimension collective extrêmement importante. Bon. Tout ça pour dire qu'à l'époque, Luciano Martino, qui est l'homme qui produit le film, c'est un des grands producteurs de films de genre italien de l'époque. C'est le frère, d'ailleurs, d'un cinéaste assez important du genre italien qui s'appelle Sergio Martino. Sergio Martino, il a réalisé des giallo, La queue du scorpion par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a réalisé un polar qui s'appelle Milano Trema, Milan tremble, en français c'est La rue de la violence. Bon, Luciano Martino avait signé ce film-là 6-7 mois avant son tournage. Il se trouve que beaucoup d'autres films se sont faits entre-temps, et au dernier moment, il se rend compte que son frère n'a pas le temps de le tourner, il doit honorer son contrat, il n'a même pas ni scénariste ni réalisateur. Umberto Lenzi, qui est un homme qui tournait énormément. Hein, c'est drôle de se dire que c'est un homme qui tournait 3-4 films par an, Umberto Lenzi. Hein. L'homme qui a fait ça, il en fait 3-4 par an, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc il y a une forme d'abattage qui, moi, m'est sympathique. Quand on voit ce film-là, j'aime cette rapidité, cette vitesse, y compris dans la forme un peu amateur ou d'improvisation. Il y a une rapidité, ça saisit immédiatement quelque chose de juste, ça n'a pas le temps de trop réfléchir. C'est pour ça que ce sont des films qui vieillissent, à mon avis, plutôt bien. Bon. Et il appelle Umberto Lenzi, qui dit oui, je vais tourner le film. Le problème, c'est qu'Umberto Lenzi lui dit de quoi il s'agit. Bon, tu dis, il n'y a pas de scénario, on sait juste que le film s'appelle Rome a un secret, et que ça doit parler, en gros, du monde de l'espionnage, des services secrets. Voilà. Et à ce moment-là, Luciano Martino, le producteur, appelle Sacchetti, qui est un des types qui produit du scénario, mais qui, à la chaîne, c'est quasiment de l'abattage, et lui dit, on est vendredi, lundi je dois rendre un scénario, on doit commencer à tourner, et tu as 1 journée et demie pour le faire. Et Sacchetti dit, est-ce que je peux changer le titre? Oui. Est-ce que je peux changer les services secrets? Oui, tu fais tout ce que tu veux, l'important c'est qu'on doit commencer à tourner lundi, et ça jusqu'à Maurizio Merli et Thomas Milian. Voilà, eux ils ont signé, ils vont jouer. Bon. Et c'est comme ça que le film, c'est assez connu dans l'histoire du polar italien, d'ailleurs, est écrit en 1 journée et demie, avec Sacchetti qui va boire 2 bouteilles de vodka et fumer 11 paquets de clopes, quoi. Et il va terminer son scénario 1 journée après, et le lundi, le film peut commencer. Et c'est aussi important parce que quand on voit ce genre de polar-là, et on pourrait en voir d'autres, certains sont meilleurs, d'autres sont moins bons, on le sent, me semble-t-il, d'ailleurs, quand on les voit, on sent la rapidité. Vous voyez, c'est pas des projets qui ont infusé comme ça pendant 1 an ou 2. Non, pas du tout. Ce sont des projets qui ont été pensés très rapidement, tournés très rapidement, montés très rapidement, ce qui fait qu'à mon avis, ils captent très très bien à la fois un état du cinéma italien de l'époque. Hein, cette espèce, à la fois, on pourrait dire, la violence, quelque chose qui est caractéristique du cinéma italien en général. Hein, souvenez-vous ce que Leone ou Corbucci ont fait subir au western. Le polar italien est un polar qui est violent. Il y aura bien pire que ça. J'ai quand même choisi un film qui vous heurte pas trop. Il y a des polars qui sont très très violents. Hein, je pense notamment à un film qui s'appelle La guerre des gangs, qui est un des tout derniers polars réalisés par Lucio Fulci. Lucio Fulci, qui est un homme qui fera plutôt des films d'horreur fantastique, très dérangeant, très beau, très macabre, à la fin des années 70. D'ailleurs, tous ces grands-là écrits par Danilo Sacchetti, le même scénariste que celui de Roma Mano Armata.
Et tout ça. Voilà, ce sont des films qui sont tournés à la fois rapidement, avec, on pourrait dire, toutes les caractéristiques de l'esthétique du cinéma italien. La violence, on pourrait dire, le baroque. Hein. Il y a aussi, c'est aussi intéressant de voir combien c'est un film totalement machiste. Roma Manoir Mata. Il y aura des films faits d'un autre point de vue. C'est aussi un film qui est une forme de réponse par le cinéma à une crise du patriarcat qui frappe l'Italie des années 70. Hein, la comédie italienne s'en donnera à cœur joie, hein, aussi, avec toutes ces comédies, des films à sketch autour de la question du sexe, de l'homme, de la femme. Je pense au Sex Fou d'Ino Rizzi et tous ces hommes impuissants pour différentes raisons. Mais en gros, on a 10 sketchs, 10 hommes impuissants. Ça, c'est quelque chose qui est typique de l'état d'esprit d'Italie de l'époque. Évidemment, Maurizio Merli, c'est une sorte de surhomme. Hein, il vient réparer une forme de virilité, hein, si vous voulez, qui manque dans l'Italie de l'époque. C'est-à-dire qu'il est moustachu, il est tout gonflé, personne n'y croit, Maurizio Merli. Enfin, lui, il y croyait. Mais c'est intéressant parce que on voit que c'est vraiment un cinéma qu'il faut prendre pour ce qu'il est. Et c'est y compris, enfin, je dirais, à la fois avec ses propres limites. C'est qu'évidemment, eux-mêmes le reconnaissaient, c'est qu'une semaine ou deux de tournage de plus, certaines séquences auraient été plus soignées, évidemment. Et en même temps, il y a une forme de vitesse, je trouve, qui renvoie, qui donne une certaine authenticité, si vous voulez. Hein. C'est que quand on voit ces films-là, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui n'ont pas été prévues, qu'il y a des gens qui regardent dans le plan, par exemple, la scène en train d'avoir lieu. Il y a beaucoup d'anecdotes qui circulent sur le polar italien, sur le fait que des badauds à l'époque voyaient les tournages qui se déroulaient et pensaient qu'une bombe était vraiment posée, qu'un kidnapping avait vraiment lieu. Ils ne savaient même plus si on tournait un film ou pas, parce que les équipes étaient plutôt réduites. Et je trouve que ce sont des films qui, pour le coup, captent tellement bien ce que c'est que le réel, hein, si vous voulez, de l'époque. Et ça, c'est toujours l'héritage néo-réaliste avec lequel le cinéma italien devra composer. Toujours, toujours, toujours. Y compris dans les films de Francesco Rosi ou les films beaucoup plus baroques et plus mentaux d'Elio Petri. On est toujours, évidemment, là-dedans, quoi, si vous voulez. Il est très riche en événements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la fin du film se termine au moment où il veut sortir de cette peau de justicier. C'est son collègue qui se fait tuer parce qu'il refuse. Il lui dit non, le tue pas, le bossu. Et ça se retourne. Ouais. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est drôle que vous mentionniez ça parce que il y a. Après, j'arrêterai avec les faits, les dates, mais ce film-là, enfin, et d'autres films du même acabit, sur cette question d'ailleurs en gros, qui est une question qui vient de Dirty Harry, hein, mais qui a été très présente dans l'Italie de l'époque. En gros, est-ce que la justice a les moyens légaux de combattre cette forme de criminalité, de délinquance, de violence politique, etc. Donc il y a évidemment deux écoles qui s'affrontent. L'une qui dit oui, hein, et l'autre qui dit non, elle n'a pas les moyens. Donc l'éternelle évidemment réponse, pour faire respecter en gros la loi, il faut sortir de la justice. Ce qui fait que beaucoup de flics à l'époque sont tous des flics très limites, très borderline. Maurizio Merli est vraiment comme ça. On sent qu'il est toujours à deux doigts, il est rétrocédé au service administratif. Il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'il soit, en gros, qu'on lui prenne son badge. Bon. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au moment où le film est réalisé, il y a en Italie une loi qui est votée, en 1975 précisément, quelques mois encore avant ce film, qui est un peu l'équivalent, pour ceux qui connaissent, les lois Miranda américaines de la fin des années 60. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les lois Miranda ? Hein, bref. Et la loi italienne qui va être votée, c'est la loi Realté, qui est l'équivalent des lois Miranda américaines à la fin des années 60. Et d'ailleurs, Dirty Harry est une réponse à ces lois-là. Encore une fois, Dirty Harry ne se comprend en partie que si on sait la loi qui est passée aux États-Unis un an auparavant. Là, c'est pas en Italie. Et les lois donc Realté de 75 sont des lois qui, à cause justement de l'explosion de la violence, des délinquants, du mélange entre vrais délinquants, vrais opposants politiques, faux opposants politiques, enfin ce tourbillon de violence qui s'empare de l'Italie dans les années 70, on va mettre au point donc cette espèce de loi qui va permettre à des policiers d'arrêter des gens, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais sous le prétexte qu'ils considèrent qu'ils pourraient, à ce moment-là ou à un autre, commettre un acte terroriste. Hein, là, pour le coup, ce n'est pas le délit de couleur de peau, le délit de confession religieuse, c'est le délit de possible terroriste.
hein, justement pour lutter contre tous ces actes délictueux qui se multiplient dans l'Italie de l'époque. Et donc cette loi, elle est évidemment vécue par une grande partie des Italiens comme une forme de privation de liberté, un délit de faciès, qui était aussi une façon d'aller dans certains groupuscules, on pourrait dire politiques, extrémistes, engagés ou anti-système, si vous voulez, et de faire des arrestations en masse. Hein. Bon. Et donc Maurizio Merli, ce personnage, il est le produit de ça. Hein, la loi réalité n'est jamais mentionnée dans le film, elle est partout. Hein, cette idée au fond, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Vous avez vu le moment où, par exemple, ce personnage qui n'est là que pour démontrer, le personnage de la femme, enfin plutôt la compagne de Merli, juge pour enfants, c'est extraordinaire, elle est là pour démontrer. Au début, on se dit, ouais, elle a plutôt raison, ils sont jeunes, ils ont 14-15 ans, les fameux premiers délinquants. Bon, elle les relâche et elle se fait punir 2 fois, cette femme. Et c'est pas elle qui se fait punir, c'est l'idéologie laxiste, selon Merli, qui se fait punir 2 fois. On les relâche immédiatement, le mineur, 14-15 ans, peu importe, c'est ce qu'on doit juger, c'est ce qui est fait et pas l'âge qu'on a. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'ils choisissent des acteurs qui ont 23-24 ans pour nous faire croire qu'ils ont 14-15 ans, ce qui fait qu'on les regarde et à la fois on se dit ils ont 23 ans et on les juge comme s'ils avaient 14-15 ans. C'est-à-dire que le casting est pervers. On voit bien que c'est un casting qui est fait du côté, hein, de la justice expéditive. Hein. C'est pas comme choisir des gamins qui auraient vraiment eu 12-13 ans. Bon, pour premier point. Donc ils se font punir une première fois parce qu'effectivement ils se rendent compte qu'ils ont été libérés. Par qui? Là aussi on est dans un monde fou, on a l'impression qu'il y a un seul juge pour enfants à Rome. Vous voyez, c'est-à-dire que si on pense que le film est réaliste du point de vue de la causalité, il l'est du point de vue de la représentation, de l'humeur qui saisit. Hein, il est vrai, mais il n'est pas réaliste de ce point de vue-là. On a l'impression que tout est connecté à Merli dans le film. Rome, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une petite ville de province, c'est pas une ville, un village de Toscane, c'est Rome. On a le sentiment que tout ce qui se passe par Merli. Hein, c'est une figure, si vous voulez, quasi abstraite, presque de justicier, danger exterminateur. Bon. Et la deuxième fois où ils sont punis, c'est évidemment lorsque cette femme est enlevée, mise dans la carrière, grande séquence de trouille, et là d'ailleurs, elle disparaît du film. C'est-à-dire qu'elle a servi le temps de la démonstration idéologique, ce personnage. Hein. Il arrive, voilà, on est plutôt personnage de gauche. Il incarne tout ce que Merli déteste. Hein. D'ailleurs, on se demande pourquoi il est avec elle. Ça, on n'en parle pas, c'est autre chose. Les personnages de gauche, voilà, les mineurs, le laxisme, tout est là. Et puis, en 2 séquences, il est réglé, non pas en tant que personnage, mais en tant qu'il incarne cette idéologie-là. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y avait pas de psychologie dans le film, parce qu'on est là le temps de son utilisation politique dans le film. Et hop, il disparaît. Et on pourrait comme ça multiplier évidemment les exemples, comme les fils à papa. Et effectivement, il y a un effet d'accumulation, c'est pour ça qu'il faut le prendre. Et c'est ça que je trouve très particulier, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres types de films qui arriveront à saisir à la fois, à mélanger à la fois une humeur totalement fantasmatique. On ne peut pas ne pas penser qu'on est face à une pathologie pendant 1h30. Un type comme ça n'existe pas. Une telle succession, accumulation d'événements au même moment, ça n'est pas possible, évidemment. Donc si on pense ça au premier degré, là pour le coup, on se trompe. Et en même temps, il y a un souci réaliste, parce que la plupart des événements, des endroits où sont tournées les séquences, de ce qui a eu lieu, est tiré d'un fait divers, d'un moment de l'histoire politique italienne, etc. Ce qui fait que, on pourrait dire que c'est une forme de délire, mais au sens strict du terme, à partir d'une réalité italienne existante, quoi. C'est ça le polar italien. Évidemment, on se sert des codes, le bossu est encore plus bossu, il y a même l'opposition vestimentaire entre les deux. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire à partir de quoi délire ce genre-là. Hein, il délire, voilà. Et là où il est passionnant, c'est qu'il délire sur des choses extrêmement sérieuses qui seront les mêmes à partir desquelles délireront Petri, Rosi, Damiani et tous ces gens faisant des films plus respectés par l'institution, plus nobles. Hein. Et en même temps, non, il faut pas penser comme ça. Moi, j'ai autant d'affection pour ces films-là que pour certains très grands films de Petri. Vous voyez, ils partent tous les deux des mêmes choses. Hein. D'ailleurs, les scénaristes et les acteurs passeront, ça je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, d'un genre à un autre, d'un type de film à un autre, évidemment sans aucun problème. Déjà, à volonté, il était dans le polar, et puis il sera chez Petri juste après. Oui, bonsoir. Moi, je découvre un peu le genre ce soir, et j'ai beaucoup aimé le film d'ailleurs, mais je voulais savoir ce qui fait sa qualité par rapport à d'autres, parce que je ne vais pas m'en tartiner 10 derrière pour faire la comparaison, mais j'imagine que vous choisissez ça d'après des critères quand même, ayant vu un peu tout ce qui se faisait. Et je voulais savoir, oui, qu'est-ce qui pouvait faire la qualité plus particulière de ce film-là. Oh bah écoutez, c'est dur de dire. Enfin, je pense qu'il y a une bonne trentaine
peut-être un peu plus de polar italien, donc c'est le poliziotesco, hein, qui sont des films absolument passionnants. Hein, qui méritent d'être intégrés dans l'histoire du cinéma italien au même titre que les comédies ou les giallo. Hein. Encore une fois, il faut avoir en tête qu'on essaie de se faire une cartographie de l'histoire du cinéma italien de l'époque, et en rompant les barrières un peu vieillottes et pas très productives de culture haute, culture basse, films sujet noble. Vous voyez, on est passé de Violence et Passion de Visconti à ça. Hein. Mais c'est la même famille tout ça. Hein, il ne faut pas se dire, voilà, là il y avait les gens propres, et puis là on est passé en cuisine, vous voyez ce que je veux dire, dans les fours, pas du tout. Bon, première chose, donc chacun a sa place, et il faut respecter de la même façon les polars que les films de Visconti. Bon, première chose. Deuxième chose, les qualités de ce film-là, c'est un peu tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je pense que l'idéal aurait été presque de programmer un film totalement de droite, un polar italien de droit, et un polar italien adoptant le point de vue des délinquants, si vous voulez, c'est-à-dire que faisant de Merli le fou furieux. Là, on voit bien que, en analysant le comportement de Merli, il y a évidemment un problème, hein, mais en même temps, lorsque le public italien, le public moyen, le soir, le samedi soir, allant voir ça, il applaudit aux exploits de Merli. Hein. Cela dit, il semblerait que lors de la première du film, les gens, le public, alors que jusque-là Merli était vraiment le Eastwood transalpin, on applaudissait à chaque fois qu'il foutait une baffe à un délinquant, paraît-il que lors de la première du film, les gens ont applaudi plutôt Thomas Milian. Hein, ce qui veut dire que le côté transgressif à l'intérieur du film lui-même est passé auprès du public. Donc non, moi je pense qu'il y en a d'autres que je pourrais vous citer, Italia Mano Armata, Brigade, alors ça c'est Brigade Spéciale, Le Bracelet de Sang, il y en a en gros une quinzaine, La Polizia Ringrazia, qui est un film très très beau, d'ailleurs cette fois-ci qui aura presque de l'avance sur Magnum Force, il y en a une vingtaine qui sont des films, 20-30 qui sont absolument passionnants, et qui sont comme ça à chaque fois. Mais Lenzi, lui, là, celui que vous avez vu là, c'est vraiment un des spécialistes du genre, c'est lui qui en a fait le plus, hein, des polars. Après, je ne vous citerai pas tous les films qui sont des ressucés, à mon avis, qui ont beaucoup moins d'intérêt que celui-là. Mais ce que j'aime dans ce film-là, c'est que j'aurais pu vous passer un chef-d'œuvre. D'abord, il faut les trouver, c'est compliqué, très très compliqué de trouver des copies de ces films-là. Mais je trouvais que c'était bien de passer un film de bonne facture, vous voyez ce que je veux dire, un polar qui soit pas le meilleur des polars italiens, mais qui soit un bon polar italien, y compris avec ses défauts, parce qu'il y a des défauts dans ce film-là, et c'est aussi ce qui me rend le film sympathique, vous voyez. Et il y a un moment, c'est un peu bâclé, ça va un peu vite, il y a quelques zooms en trop, il y a toute une espèce de grammaire empruntée au film de genre, parce qu'on n'a pas le temps, parce que Lenzi a tourné très très vite, parce que par moments il y a l'impression qu'il manque des plans, bon, peu importe, mais j'aime aussi ça. Hein, le cinéma, c'est aussi ça, c'est tourner rapidement, et par moments on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut, c'est pas grave, il y a une énergie qui je trouve passe dans ce film-là en 1h30, et même du point de vue du scénario. Il y a une drôle de façon de lier les différents événements, des personnages qui ne sont pas assez exploités, d'autres pas du tout. Il y a une façon, ça c'est très très italien aussi, de tout de suite qualifier les personnages par le look, l'expression qu'ils ont quand ils rentrent. En fait, ils n'ont pas de seconde chance dans ce film-là. Celui qui arrive avec un look de fou furieux, etc., il sera un fou furieux. Celui qui a un look de petit fils à papa facho, ça sera un petit fils à papa facho. Le délinquant, il a un look de délinquant. Le mec bien, il est propre sur lui. Hein. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est un film qui prend tout le côté très masque italien et qui les prend tels quels, sont vraiment des figures. Il y a des films meilleurs que ça, qui joueront avec plus d'ambiguïté. Mais non, bien sûr. Mais j'aimais bien, parce que ça, c'est un très bon film moyen de ce qu'est le polar italien. Voilà, il y a mieux, il y a beaucoup moins bien, mais là, il y a toutes les qualités et les défauts, à mon avis, du genre, quoi. Et oui, deuxième question, c'est que évidemment, pendant le cycle, vous avez déjà parlé au niveau du western et maintenant du polar, de ceux qui surnagent un peu dans la masse. Mais effectivement, c'est des genres qui ne sont pas très, très analysés par l'institution. Et comment est-ce qu'il y a un bon livre, est-ce qu'il y a une source pour justement avoir des corpus à explorer sur le polar, là? Oui, ou le western, enfin dans ces films. Oui, de western, genre. il y a un livre de Jean-François Giré qui s'appelle Le Western européen, qui est un gros livre paru chez Dreamland. Malheureusement, je pense qu'il doit être épuisé maintenant. Mais c'est un très bon livre sur le western. Après, il y a beaucoup d'articles, de trucs par-ci par-là. Sur le polar italien, non, c'est le désert intégral. Mais parce que le polar italien, c'est à l'exception de on pourrait dire quelques centaines de spectateurs et quelques, 15 critiques, c'est un genre qui est totalement inconnu en France. Mais pour une raison aussi toute bête, et ça il y en a sans doute deux d'ailleurs. La première,
c'est que aujourd'hui, on a beaucoup accès aux films via soit les rétros, à Cinémathèque par exemple, ou par le DVD. Et c'est vrai que autant depuis quelques années, de plus en plus de comédies italiennes, de giallo sont sortis, et d'autres de grands films de cinéastes italiens, autant le polar, à l'exception d'une petite collection qui était sortie chez un éditeur qui s'appelait Neo Publishing, ils ont sorti 5 polars italiens, dont celui-là d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu le projeter. Ensuite, ils ont fait faillite, ils ont arrêté. Bon, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour connaître souvent des films ou une cinématographie, il faut pouvoir y avoir accès en DVD, ce qui est malheureusement pas le cas du polar italien. Et la deuxième chose, ce qui est d'ailleurs juste et injuste, c'est que c'est un genre qui, contrairement au giallo, au western, à la comédie, n'a pas su, on pourrait dire, dans l'esprit collectif ou auprès de la critique ou d'institutions, comme vous disiez, faire émerger des auteurs identifiables. Dans le giallo, les gens qui n'ont pas vu 25 000 giallo savent qui est Argento et savent qui est Bava. Voilà, enfin, normalement. Voilà, grands auteurs, grands cinéastes, et puis on rappelle, on le verra, évidemment, qu'ils sont nés dans un genre qui s'appelle là le giallo. Mais Dario Argento, c'est très grand cinéaste, qui a permis aussi de populariser le genre derrière lui. Fait que grâce à Argento et à Bava, je prends juste ces deux-là, qui sont les plus grands de ce genre-là, on sont nés des auteurs qu'on a pris pour ce qu'ils étaient, et donc avec eux est arrivé le giallo derrière. Avec Sergio Leone, est arrivé le western italien. Et après, on a pu dire, il y a Solimar, celui qu'on a vu la fois d'avant, et il y a Corbucci. Dans le cas du polar italien, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu à un moment 2 ou 3 chefs-d'œuvre du niveau de Profondo Rosso ou d'une fois dans l'Ouest ou une poète de l'art, pour d'un seul coup sortir un auteur. Ou alors, on aurait pu trouver quelques polars intéressants. Le problème, c'est que c'était tellement des cinéastes à la Lenzi, c'est-à-dire que spécialistes de série B, tournant 2, 3, 4 films par an, ayant à la fois un désir de dire des choses, en même temps surtout un désir de tourner, à l'ancienne, on pourrait dire, qu'au fond, ils n'ont pas vraiment construit une carrière identifiable ou cohérente, si vous voulez. Lenzi, il a fait 80 films, Umberto Lenzi, enfin un peu moins, il a touché à tous les genres, il a fait des navets, il a fait des films passionnants, des films très moyens. Donc c'est un peu décourageant, si vous voulez, pour la critique. Alors pourquoi je dis que c'est un peu injuste ? Parce qu'il y a quand même un cinéaste formidable qui a émergé dans le polar, heureusement il n'est pas du tout connu, et qui a fait une série de 4-5 films qui sont des polars très très cohérents dans les années 70, qui est un cinéaste donc italien, qui s'appelle Fernando Di Leo. Voilà. Retenez ce nom, Fernando Di Leo, j'espère que c'est un cinéaste qu'on redécouvrira dans quelques années. Et c'est un homme qui a lui aussi fait du polar italien, avec des acteurs de l'époque, Gaston Moschini, Henri Silva, enfin, on pourrait en citer d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ses collègues du polar italien, lui, la question de l'histoire politique italienne, du réalisme, etc., l'intéressait pas du tout. Dirty Harry, il s'en foutait. Etc. Lui, sa référence, alors c'est assez drôle de se dire d'ailleurs que c'est une référence qui n'a pas tant infusé que ça l'Italie, alors qu'elle aurait dû être centrale, c'est évidemment Melville. Et Di Leo, si vous voulez, c'est le Melville italien qui a travaillé à l'intérieur du polar. Et d'ailleurs, Di Leo, avec un projet de film avec Jean-Pierre Melville, en 72, ils devaient tourner un film tous les deux, avec notamment Lino Ventura. Le problème, c'est que Melville est mort trop tôt et Di Leo n'a pas pu tourner, co-réaliser ce film avec Jean-Pierre Melville. Et quand vous voyez les films de Di Leo qui s'appellent La Mala Ordina, Il Boss, Milano Calibro 9, adaptation d'une nouvelle de Giorgio Sabanenko, là on est complètement ailleurs. C'est un cinéma qui est esthétiquement extraordinaire, très très bien soigné, si vous voulez, très melvillien, un cinéma mélancolique, avec des personnages qui sont un peu des morts vivants, les derniers. On est vraiment dans un univers totalement melvillien. Alors, certaines séquences sont des repris de Deuxième Souffle, du Samouraï ou du Cercle Rouge. Et là, voilà, on a un grand auteur que personne ne connaît aujourd'hui, à part quelques aficionados et quelques gens qui connaissent bien le cinéma italien, mais très très peu, vraiment très très peu. Et voilà, un auteur, je suis convaincu que le jour où Fernando Di Leo va être reconnu, on va faire une petite rétro, puis on sortira un coffret DVD avec 5 films de Di Leo. D'un seul coup, les revues de cinéma vont commencer à découvrir ça en disant tiens, c'est intéressant, on peut en voir 5 et écrire un truc un peu conséquent. Et puis derrière, les autres suivront Télérama avec peut-être 10 ans de retard, mais dans 10 ans, ils se rendront compte que ça existe, quoi. Donc ça veut dire que je pense que tant qu'il n'y a pas un peu un coup de force éditorial, je pense que c'est vraiment ça, d'un éditeur DVD ou d'un distributeur de films qui déciderait un été de faire une mini rétro Di Leo, malheureusement, ça ne se passera pas, quoi. Mais voilà, c'est sans doute l'auteur. Parce que Di Leo, il a tourné un peu de giallo, il a fait un film
très impressionnant en 79 qui s'appelle Avere Ventiani, nous avions 20 ans, qui est un film sur la fin de la contre-culture, terrifiant. Formidable, et que personne ne connaît évidemment, mais c'est un film formidable, un peu comme le Night Riders de George Romero, réalisé 1 an et demi après. Ce sont des grands films sur la fin de la contre-culture. Voilà. Donc il y aurait, à mon avis, si vous voulez retenir un nom au-delà de Lenzi, de Martino ou d'autres, c'est Fernando Di Leo. Là, on a affaire à un autre type c'est peut-être l'auteur qui manque au polar italien et qu'il faudra redécouvrir pour que le polar arrive comme le giallo ou le western, quoi, si vous voulez. Et toute dernière question, oui, on a déjà vu, vous nous avez expliqué que pas mal de cinéastes de cette époque-là passaient d'un filon à l'autre et d'un genre à l'autre. Et est-ce que certains ont produit des chefs dans 2 genres différents, ou est-ce que finalement ceux qui ont réussi à faire des grands films l'ont fait parce qu'un genre les a révélés et correspondait à leur personnalité, ou est-ce que finalement dans l'artisanat successif ils ont pu faire des chefs-d'œuvre à 2 moments? Écoutez, oui, il n'y a pas de règle. Si on prend par exemple le cas de Sergio Solima, qui est l'homme qui avait réalisé Faccia, vous avez vu la fois d'avant. Donc Sergio Solima, on pense immédiatement, et on a raison, au western. Bon. Cela dit, Solima, il a réalisé, j'en ai pas parlé, parce disons que j'ai parlé de Solima surtout dans le western, mais il a réalisé 2 polars géniaux. Là, c'est honnêtement d'un niveau supérieur à celui que vous venez de voir. En 73, un film qui s'appelle Revolver, avec Oliver Reed et Fabio Testi, extraordinaire sur la question du kidnapping et des rapts. Et 2 ans plus tard, un film qui s'appelle Violent City, un film génial avec Charles Bronson, avec 20 premières minutes totalement muette. Là, c'est du très très grand cinéma. Et donc Solima, voilà, prenons juste cet exemple-là, il a œuvré formidablement bien dans le western, Colorado, Cuccio, ce que vous avez vu, Faccia, et puis aussi dans le polar italien. Lenzi, il a fait du polar et il a fait du giallo. Cette orchidée tachée de sang, c'est lui. Martino, il a fait du polar et du giallo. Et certains ont fait du... Argento est un des rares à être resté de façon quasi obsessionnelle à l'intérieur du genre qui est le giallo. Il a fait 1 ou 2, on pourrait dire zambardés ailleurs, mais c'est tout. Donc oui, il n'y a pas de... non, parce que même le cas de Léon, vous voyez, il a réalisé 7 films. Le premier est un péplum, le dernier est un film de mafia, on pourrait dire. Mais on trouve des cinéastes qui sont passés d'un genre à un autre et qui ont fait des œuvres intéressantes, quoi. Lucio Fulci, dont je vous parlais tout à l'heure, quand il fait la guerre des gangs, un polar fou, 1980. Quand il tourne 4 de l'Apocalypse en 75, c'est un des westerns italiens les plus ahurissants qu'on puisse voir. Je ne vous le passais pas parce que c'est un film qui est trop violent, mais qui est un film fou, qui est un mélange entre le western italien et Charles Manson, incroyable, magnifique, très très beau, avec Thomas Milian encore. Et Thomas Milian, de toute façon, il est dans la plupart de ces films-là. Et donc voilà, Fulci est un exemple typique, qui a tourné des films d'horreur macabres, poétiques, très très beaux, mais très durs, comme L'Au-delà, par exemple. Il a tourné un western génial, un polar génial. Voilà, et on pourrait comme ça multiplier les exemples, quoi. J'allais poser une question, mais vous avez déjà répondu à tout. J'allais rebondir sur la question de monsieur, c'est-à-dire que oui, pour les voir, il faut déjà les trouver. En fait, le problème, c'est ça. Et en dehors, effectivement, des 6 films de Neo Publishing qui maintenant n'existent plus, il y a quoi? La Guerre des Clans était sortie récemment, par contre, en édition française. Ecstasy of Film, il n'y a pas longtemps. Mais c'est 1000 exemplaires, quoi. Donc ça se trouve pas facilement. Donc, j'allais vous poser la question d'ailleurs aussi sur Fernando Di Leo. J'ai vu qu'il y a des coffrets, même Blu-ray, qui existent, mais tout est en zonage, on traduit, voilà, c'est ça. Et, alors, est-ce que Di Leo pourrait peut-être sortir en France? Est-ce qu'il y a des éditeurs? Quel éditeur pourrait finalement? Moi, j'essaie souvent de convaincre des éditeurs en leur disant, mais voilà, arrêtez avec la 50e exploitation des films de Bergman, c'est bon. Maintenant, il faut aller. Voilà, il y a tellement de choses dans l'histoire du cinéma qui ne sont pas connues qu'il faudrait faire ça. Mais ça arrivera évidemment un jour. Mais le vrai problème, d'abord, tous ces films-là, parce qu'évidemment, en DVD Zone 2, il y en a 5 d'accessibles. Bon, c'est déjà bien, mais c'est pas grand-chose. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est très cinéphile, on va sur Amazon UK, Japon, on achète sur des sites un peu bizarres, on fait beaucoup de téléchargements illégaux, ce qui est mon cas. Voilà, on se sert de gens qui font des sous-titres gracieusement. Et évidemment, il faut des années pour récupérer 150 polars. Mais on les trouve, ce que je veux dire par là, c'est que quand on les cherche vraiment, on finit toujours par trouver. Alors évidemment, on n'a pas la super édition Zone 2 avec sous-titres français, bande-annonce, d'accord. Mais ces films-là, il y a une telle mobilisation des réseaux sociaux, des forums, des admirateurs, qu'au fond, en cherchant bien, ça prend un peu de temps, mais en cherchant bien,
moi j'ai comme ça, au fil des années, récupéré l'essentiel des giallo que je voulais ou des polars. Il faut évidemment du temps, c'est pas du jour au lendemain qu'on les trouve. Donc on peut quand même les trouver. Après, le problème aussi, c'est qu'on fait un état des lieux un peu objectif aujourd'hui du DVD. Vous disiez la guerre des gangs, c'est 1000 exemplaires, ça ne va pas être loin d'ailleurs. Le vrai problème, il est là, c'est l'économie. C'est-à-dire comme un éditeur DVD, quand il veut, par exemple, éditer un polar italien. Voilà. Moi, je sais qu'on a souvent discuté à l'occasion des giallo, hormis Argento, Bava et quelques têtes de pont. Bon. Un polar italien, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut retrouver tout simplement les ayants droit. Ce sont des films des années 70 qui ont 40 ans. Et les 9/10 des boîtes de production de l'époque n'existent plus. La plupart des gens qui ont produit ces films sont morts. Les ayants droit ont été ventilés. Parfois, il y avait un peu d'argent bizarre qui rentrait là-dedans. Autrement dit, la recherche des droits de ces films, avant même de commencer à penser une édition DVD, juste pour les exploiter en DVD, c'est un cauchemar intégral. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont mis à chercher des droits de films qui ne trouvaient pas. Avec la peur, évidemment, qu'un jour, on sorte le film et puis d'un seul coup, l'un sorte du bois, je sais pas, de Bologne ou de Gênes, et il dit bah, attendez, ce film, c'est moi qui détiens les droits. Et ils sortent le papier et là, vous êtes mal, quoi. Donc, rechercher les droits, c'est extrêmement compliqué dans le cas du cinéma italien. Ce qui n'est pas le cas dans le cas du cinéma américain, beaucoup moins, et dans le cas du cinéma français. Le problème du cinéma italien, par le phénomène de coproduction, de sources d'argent différentes, voilà, c'est l'Italie, quoi. Donc ça veut dire que voilà, c'est très compliqué. Dans l'hypothèse où vous avez retrouvé les droits, après, il faut trouver la bonne copie. Parce que les droits, c'est une chose, la bonne copie. Alors la copie, il y a une bobine de bonne qualité qui est à la Cinémathèque de Bologne, une autre qui est à la Cinémathèque de Turin, un autre chez un privé, on ne sait pas où. Donc il va vous falloir pas mal de temps pour récupérer une copie digne de ce nom. Et cette copie digne de ce nom, si vous voulez la sortir en DVD, il faut la restaurer. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens n'achètent que si c'est restauré. Bon, ça coûte de l'argent au bout d'un moment quand vous cumulez tout ça. Il n'y a pas des arrangements entre éditeurs. Enfin, je pense à Criterion, entre autres, qui fait pas mal de choses. Ou Diléo, ça a été remasterisé il y a très récemment. Oui, mais pas chez Criterion. Pas pour Diléo, mais il y a une édition Blu-ray, donc ça veut dire qu'il a dû être oui, bien sûr, forcément restauré. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que autant que la puissance, la force de frappe de Criterion, qui est un éditeur donc anglais, qui lui arrive, voilà, elle est énorme. C'est-à-dire que Criterion, quand il sort un DVD, pensez eux les premiers qui ont sorti le Samouraï dans une version restaurée formidable, avant que Pathé ne récupère la version de Criterion. C'est-à-dire que le comble veut que y a la plupart ou beaucoup des grands chefs-d'œuvre du cinéma français, par exemple, ont d'abord été édités par les Japonais et les Anglais. Hein, c'est nous, après, qu'on a récupéré les copies. Bon. Criterion, quand ils tirent à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, parce que c'est le monde et leur marché, quoi, si vous voulez. Quand vous sortez un film en France, alors il va falloir vous mettre des sous-titres anglais, ça va vous coûter encore plus d'argent, et c'est le petit réseau qui va s'y intéresser. Ce qui fait que, pourquoi ces boîtes dont Neo Publishing font faillite? Tout simplement parce qu'elles ont tiré 2-3 000 exemplaires et qu'elles n'arrivent pas à trouver l'équation économique. Elles ne vendent pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment de gens qui sont intéressés. Vous savez, le problème de la planète cinéma, cinéphile, c'est un peu une peau de chagrin. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui savent de plus en plus de choses et de plus en plus de gens qui en savent de moins en moins. Voilà. Et quand vous faites cette espèce de truc-là, vous êtes face à c'est vrai pour les revues de cinéma, c'est vrai pour les livres de cinéma. C'est-à-dire que ça se rétrécit avec un niveau de savoir gigantesque. On dit Léo, il y en a certains qui connaissent ça depuis des années, etc. Le problème, c'est qu'on s'adresse à de moins en moins de gens, quoi. Et économiquement, il y a un moment, il faut vendre. Il faut qu'il y en ait évidemment un minimum. Et aujourd'hui, vous dites polar italien, personne ne sait ce que c'est. Fernando Di Leo, personne ne sait ce que c'est. Il n'y a pas un acteur connu dedans. Vous voyez, comment est-ce que vous... C'est pas évident, commercialement parlant, de vendre le polar italien. Vous voyez ? Mais c'est drôle parce que moi, j'avais essayé, un jour je le ferai, je voulais faire un livre sur le cinéma italien de cette époque-là. Et je sais que beaucoup d'éditeurs m'ont dit ça. On dit, écoutez, parce que moi j'avais envie de faire un livre qui parle à la fois de Léone, de Petri, de Visconti, de tous ces gens-là, mais qui laissent aussi la place à tous ces cinéastes-là. Et beaucoup d'éditeurs vous disent, écoutez, vous êtes bien gentil, mais les gens ne connaissent pas ça. Hein, c'est que si vous faites aujourd'hui un livre sur le polar italien, c'est que même ce qu'on appelle les représentants, hein, ceux qui vont voir les libraires pour vendre les livres que vous avez envie d'écrire, ils n'ont pas d'éléments de langage, comme on dit, ils ne savent même pas en parler, ils ne savent même pas ce que c'est. Hein. Donc il y a aussi ça, quoi, qui est compliqué. Mais moi je pense que voilà, et après il faudrait trouver un éditeur qui
qui ait le dos un peu solide, comme Carlotta par exemple, qui pourrait faire une petite rétro. Moi je leur en parle souvent, hein, de rétro Di Leo. Et puis, mais après, ça peut sortir. Est-ce que c'est pas sûr non plus que ça marche? Vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein, mais Di Leo, oui. Vous posez la question tout à l'heure, quel est le niveau du film qu'on vient de voir? Voilà, Di Leo, c'est le haut du panier. Et en même temps, c'est pas totalement représentatif du genre. C'est pour ça que moi, ça me plaisait bien de passer ce film-là, parce que je dirais que c'est un bon film, qualité, défauts compris, etc., mais qui me semble totalement représentatif du polar. Voilà. Di Leo, il l'est pas. Il est représentatif du polar. C'est comme si vous disiez, est-ce que Melville est représentatif du polar français des années 70? Non. Il y a Melville et puis il y a les sous-Melville. Mais voilà, il n'est pas représentatif du tout. Et pourtant, c'est le seul dont on se souvient. Et d'ailleurs, entre parenthèses, à propos je parlais de Georges Urbanenko, il a été adapté en France par Yves Boisset, Cran d'arrêt. Je ne sais pas si ce film vous dit quelque chose, hein, dans lequel il adore Thomas Milian. Boisset étant un grand admirateur du polar italien, évidemment, des années 70, comme tous les cinéastes de cette génération-là, il a adapté Serbanenko dans Cran d'arrêt. Bah, lui, c'est le film, ce qu'on appelle le film dossier, hein, si vous voulez. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas qu'on raisonne comme ça. Voyez, oui, c'est le film dossier, mais vous voyez bien que et on en parlera avec Profondo Rosso et avec Elio Petri la semaine prochaine, c'est qu'il y a beaucoup de points de contact entre tous ces films-là. Hein, vous allez voir, Elio Petri, c'est un drôle de film, Enquête sur un citoyen, qui emprunte à la fois ce qu'on appelle le film dossier, à la satire politique, au giallo, la seconde ouverture, ça pourrait être tiré d'un film d'Argento. Donc vous voyez, le genre, faut le prendre avec les pincettes. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir les films en eux-mêmes ou comment ils empruntent à d'autres cinéastes ou à d'autres genres, entre guillemets. Mais oui, Rosie, c'est plutôt ce qu'on appellerait, si vous voulez, le film dossier. Hein, c'est avec cet éternel sujet du rapport du pouvoir et de la mafia, quoi, et de la corruption. Prenant des grands moments d'histoire de l'Italie, Salvatore Giuliano, Lucky Luciano, l'affaire Mattei, bien sûr. Ouais. Donc lui, c'est plus les mécanismes. Vous voyez bien que Francesco Rosi, c'est le contraire de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Hein, et en même temps, il part de la même réalité et des mêmes problèmes. Mais Francesco Rosi, il fait un cinéma totalement cérébral, totalement intellectuel, qui analyse les mécanismes idéologiques, c'est un cinéma très dialectique, c'est vraiment, voilà, Lucky Luciano, c'est pas un film de mafia tel qu'on peut l'imaginer, hein, c'est un film, voilà, très cérébral, qui analyse vraiment les mécanismes idéologiques, de fonctionnement, etc. Là, on est complètement du côté de la chair, du côté de la pulsion, hein, du côté du sang, du crachat, il y a un côté voilà, très grotesque, presque scato par moment, c'est-à-dire que le scato, il est important aussi. Donc vous voyez bien qu'à partir d'une même réalité, hein, c'est deux façons d'approcher les genres complètement différents. Là, c'est la pulsion. Hein, chez Umberto Versolesi, c'est là. Oui, il y a une dimension pulsionnelle, quoi. Il y a de l'action sans arrêt, mais on se demande même par moment à quoi ça sert. C'est pas grave. On tape, on frappe, on tape, on frappe. Chez Rosi, pas du tout. Tout ce qui est du côté de l'identification liée à l'action pure et dure, hein, est totalement supprimé. Vous avez bien vu la difficulté qu'on avait la fois d'avant à s'identifier, à comprendre Lucky Luciano, la façon dont Rosi nous mettait toujours à distance des personnages pour qu'à aucun moment on s'identifie à leur affect. Hein, la question, c'est pas de savoir si on les aime ou pas, de Francesco Rosi. Francesco Rosi, la question, c'est de savoir si on a compris ou pas ce qu'on est en train de voir. C'est pas du tout la même chose. Là, on sent qu'on est sur un domaine qui est beaucoup plus viscéral, quoi, dans le polar italien. La vitesse, le sang, la transpiration, la violence, les coups de poing, les viols, la chair. On sent que c'est quelque chose de... C'est une sorte de traduction, si vous voulez, d'état de l'Italie de l'époque, fait pour un public... Hein, pour un public populaire, hein, c'est ça l'idée. Alors que Lucky Luciano, Cadavre d'Eschi, c'est pas des films que le public populaire italien allait voir en masse à l'époque. C'était des films plutôt intello, quoi, si vous voulez.